L'écrivain David Dio, à Paris, le 20 septembre 2018. Joël Saget-AFP. À 52 ans, David Dio a obtenu le très prescripteur prix Goncourt des lycéens pour son deuxième roman, Frères d'âme seuil. Un livre remarqué dès sa parution en août, en cette année du centenaire de la Première Guerre mondiale. L'écrivain né à Paris, qui a grandi au Sénégal, y suit la trajectoire d'Alpha Ndiaye, originaire, comme la famille paternelle de l'auteur, de Gandiol, au sud de Saint-Louis. Quand l'histoire commence, Alpha a perdu Madamba Dio, son ami d'enfance, son plus que frère, tué par l'ennemi. Depuis, l'esprit du narrateur a comme vrillé. Il n'entend plus la voix de ses ancêtres, et a décidé de faire ce que le capitaine Armand attend de lui, le soldat chocolat, sauvage et sanguinaire. Avec son coupe-coupe, il se glisse dans les tranchées une fois la retraite sonnée, éventre l'adversaire aux yeux bleus, lui coupe une main et rapporte son butin à ses camarades. Ces derniers le célèbrent, puis, quand la 7e main arrive, prennent peur. Lire aussi le Goncourt des lycéens récompense David Dio pour Frères d'âme avec sa concision, son style incantatoire qui évoque les griots, ses références subtiles aux poèmes d'Apollinaire ou de Senghor, le roman emporte indéniablement. En outre, rares sont les fictions qui donnent à entendre l'expérience vécue par les milliers de soldats colonisés lors de la Grande Guerre. Ce silence a inspiré David Dio, enseignant-chercheur à l'université de Pau, spécialiste des représentations européennes de l'Afrique et de l'Africain au siècle des Lumières. Un mois après le Goncourt des lycées, l'auteur évoque ses inspirations, sa méthode de travail, l'image et la mémoire des tirailleurs sénégalais en France et en Afrique, ainsi que les relations entre les deux espaces. Votre premier roman, 1889, L'attraction universelle l'Harmattan, 2012. Imaginez une délégation africaine en France, attirée dans un cirque, pour participer à un spectacle de nègres à Bordeaux. Quel a été le point de départ de ce travail? David Dio. Il y a très longtemps, j'ai lu un numéro du Monde diplomatique construit par Pascal Blanchard, et d'autres universitaires sur les zoos humains. En cherchant de la documentation sur les exhibitions, j'ai appris qu'il y avait eu un cirque en Allemagne, le cirque Agenbeck, qui fut le premier à avoir fait venir des Ashantis en Europe. À cette époque commence à poindre un intérêt pour les cultures africaines, mais, en même temps, du fait de l'organisation de l'empire colonial, il faut que les colonisés restent des sujets, et non des citoyens, il faut conserver une hiérarchie. J'ai voulu mettre à l'épreuve les regards qui s'affrontent à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a poussé, 6 ans plus tard, à écrire sur la Première Guerre mondiale? Il y a dans mon roman une part de ce que j'ai imaginé de la vie de mon arrière-grand-père. Non seulement la lecture des lettres de Poilu rassemblées par Jean-Pierre Guénaud, mais aussi peut-être l'histoire de mon arrière-grand-père maternel, qui a été gazé à l'hypérite gaz moutarde lors de la Grande Guerre, et qui n'a pas raconté grand-chose de son parcours. Son mutisme, qui a intrigué ma mère, a dû être celui de tous ces soldats traumatisés par la guerre qui n'ont pas voulu revivre leur calvaire en le racontant à leurs proches. Raconter, c'est revivre. Du coup, il me semble que même si Alpha Ndiaye est un tirailleur sénégalais venant de bien plus loin que les Landes, il y a peut-être dans mon roman une part de ce que j'ai imaginé de la vie de mon arrière-grand-père à la Grande Guerre. Article réservé à nos abonnés. Lire aussi David Dio, subvertit le centenaire de la Première Guerre mondiale, et du côté de votre père? Du côté de mon père, il n'y a pas de tirailleurs. Un de mes oncles, historien, vient de m'apprendre qu'il a interrogé, dans sa jeunesse, un ancien tirailleur d'une famille alliée à la nôtre qui a combattu en Grèce, à Mytilène. Il lui a raconté que les Turcs et les Grecs avaient très peur d'eux, et que l'armée française en jouait. Ceci dit, Frères d'âme est une œuvre de pure fiction. Je me suis demandé s'il y avait des lettres de tirailleurs sénégalais, qui ont la même intimité avec la guerre, qui expriment la même émotion, que les lettres de Poilu. Il n'y en a pas. Alors j'ai eu envie d'imaginer ce qu'avait pu être l'émotion d'un combattant paysan, qui arrive d'Afrique de l'Ouest dans le grand théâtre de la guerre. Il n'existe aucune lettre de tirailleur sénégalais? Si. Mais celle que j'ai trouvée était administrative. Il s'agit des lettres de tirailleurs sénégalais citoyens français, car ils font partie des 4 communes. La loi Diagne du 29 septembre 1916 conférait aux habitants de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar la pleine citoyenneté française. Souvent très instruits, ils demandent par exemple le paiement des retards de solde. Toutefois, quelques-uns sont un peu plus explicites sur la dureté de la guerre. Dernièrement, j'ai découvert la lettre d'un tirailleur qui écrit à son petit frère: « Ne viens pas dans cet enfer-là.
Depuis la parution du livre, beaucoup de gens m'alimentent en témoignages et en travaux historiques. J'ai l'impression d'en apprendre beaucoup plus maintenant. Mais je ne souhaitais pas écrire un roman historique. J'ai voulu éviter de tomber dans un documentaire, pour arriver à la vérité des émotions de ces Africains, ou en tout cas de l'un d'entre eux. Lire aussi Centenaire du 11 novembre, l'Afrique, l'autre scène de guerre comment, à l'époque, étaient représentés les tirailleurs sénégalais. Le tirailleur est pris entre deux feux, deux propagandes, l'allemande et la française. En 1910, le général Charles Mangin écrit La Force Noire, livre dans lequel il préconise l'utilisation de tirailleurs sénégalais en cas de conflit en Europe. Pour lui, ce sont des soldats féroces, qui ont aidé à la colonisation. Ils viennent de sociétés nobiliaires d'Afrique de l'Ouest où la capacité guerrière est valorisée. Il ne reste plus qu'à construire l'image, et ce ne fut pas très difficile, d'un tirailleur sénégalais courageux, qui obéit aux ordres, et qui peut être sanguinaire. L'armée française joue là-dessus, pour terroriser les Allemands. On envoie parfois les tirailleurs sénégalais avec le coupe-coupe, pour nettoyer les tranchées. Cela crée un passif très fort. L'Allemagne lance une contre-propagande, qui met en scène un tirailleur sénégalais sauvage, tout en accusant la France de négrifier son armée et d'introduire la barbarie en Europe. Le tirailleur est donc pris entre deux feux, deux propagandes, l'allemande et la française. Ce passif-là dure, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, puisque des tirailleurs sénégalais, dans bien des cas, sont tués, mitraillés sur le bord du chemin par des nazis au sein de l'armée allemande, sans autre forme de procès. Par la suite, les Allemands supportent très mal l'occupation de la Rhénanie en 1920 par les troupes coloniales. Pour eux, c'est une humiliation, que des nègres gardent la Rhénanie. Il y a tout un jeu de représentation négative, dans lequel le tirailleur est piégé. Enfin, une autre image exploitée est celle du grand enfant. C'est logique. Nous sommes dans l'empire colonial, et il faut maintenir une hiérarchie des races, et justifier une mission civilisatrice. Senghor le voit dans les affiches Yabon-Banania. Il le dit dans le poème liminaire du recueil Hostie Noire 1948. Je déchirerai les rires Banania sur tous les murs de France. Lire aussi Massacre de Thiaroye, Monsieur Macron. Réhabiliter la mémoire des tirailleurs sénégalais. Vous avez vécu entre la France et le Sénégal. Quelle mémoire ces pays conservent-ils des tirailleurs sénégalais? Je pense que dans l'inconscient collectif en France, le tirailleur sénégalais est courageux. Quand je suis arrivée en France, dans les années 1980 pour mes études supérieures, j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises des personnes qui me racontaient que leur père avait été ramené blessé, mais sauf vers les lignes arrières grâce au courage d'un tirailleur sénégalais. La grande histoire ne parle pas trop de la fraternisation qui a dû exister entre les troupes issues de la métropole et celles de son empire colonial. Il n'est pas simple de la quantifier. La solidarité des troupes prises dans la grande misère de la guerre a dû permettre à plus de métropolitains qu'on ne le croit de dépasser leurs préjugés racistes. Des tirailleurs ne gagnaient que 5 € par mois à la fin de leur vie, d'où un sentiment d'injustice. Quand j'étais au collège et au lycée à Dakar, tout ce que j'entendais autour de cette question des tirailleurs sénégalais était lié à une forme de ressentiment. Longtemps les associations d'anciens combattants tirailleurs se sont battues pour faire connaître leurs droits. Et puis dans les années 1960, au moment où les pays d'Afrique noire prennent leur indépendance, les soldes ont été indexés sur un rapport fiduciaire de 1960, ce qui fait que des tirailleurs ne gagnaient que 5 € par mois à la fin de leur vie. Cela a créé un sentiment d'injustice. Et en même temps, dans certaines familles, puisqu'on est dans des sociétés nobiliaires, il y a une fierté d'avoir participé à travers leur arrière-grand-père à cette guerre-là. Qu'avez-vous pensé de l'hommage rendu par les présidents français et maliens aux troupes coloniales? J'en ai eu écho par mon ami Alain Mabankou, qui était invité à l'inauguration du monument aux héros de l'armée noire, le 6 novembre à Reims. J'ai trouvé que c'était une belle initiative. Beaucoup de gens que je rencontre ignorent l'existence des tirailleurs sénégalais. C'est important de savoir que quand la France avait un empire colonial, les tirailleurs sénégalais ont participé à l'effort de guerre, et ont payé la peau du sang. Lire aussi à Reims, un symbole de la reconnaissance tardive des tirailleurs africains, et du rapport sur la restitution du patrimoine africain. La restitution est une excellente chose. Beaucoup d'objets ont été emportés, et pas simplement en Afrique. Cela peut être très intéressant pour les populations qui n'ont pas vu ces objets de les contempler chez elles. Comprenez-vous ceux qui craignent de voir les musées français se vider? Les musées français que je fréquente sont très fournis. Je ne pense pas qu'on pourra les vider d'un coup.
D'autre part, si les États africains le souhaitent, j'ai entendu parler du Bénin, qui se réjouit de récupérer ces œuvres tirées, on peut leur faire confiance pour en organiser la conservation de façon tout à fait correcte. Après, à charge pour ceux qui sont intéressés par ces objets de venir, pour une fois, les admirer en Afrique. Lire aussi hausse des fraises universitaires. Un rêve qui se brise pour les étudiants africains, en tant que franco-sénégalais et enseignants-chercheurs. Que vous inspire la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants non européens? Je regrette que la France fasse le choix d'élever les droits d'inscription, dans des proportions qui interdiront à beaucoup d'étudiants d'Afrique francophone, qui venaient traditionnellement dans les universités françaises, de poursuivre leurs études ici. Depuis longtemps, cela crée des liens ou en entretien. En général, les étudiants africains les plus fortunés se tournent vers les pays anglo-saxons, où les droits d'inscription sont beaucoup plus élevés. La France avait donc une spécificité. C'est dommage de fermer l'université, qui a vocation à être ouverte au monde entier. Et cela pourrait dégrader les relations futures de la France avec le continent africain. Gladys Mariva, collaboratrice du Monde des livres, réagissait, ou consultez l'ensemble des commentaires.